Ah, ça c'est très très intéressant, Forest, et ça va nous justement nous permettre de mettre en perspective ces profils que tu viens de dresser, ces profils de type d'utilisateurs potentiels, avec ce que tu as ressenti, Michel, lorsque Canon donc a lancé à Hollywood et tu étais présent là-bas cette nouvelle gamme déjà qui s'appelle EOS Cinema, et en particulier ce premier modèle au sein de cette gamme que sera cette caméra, si on peut l'appeler caméra, enfin je ne sais pas quel est le bon terme à utiliser, enfin en tout cas donc la référence C300. Comment est-ce que tu as ressenti en tout cas la clientèle, le type d'utilisateur à qui souhaitait s'adresser Canon avec ce modèle? Le positionnement, il me paraît tout à fait évident, tout à fait clair. Il est en plus complètement explicite rien que dans le nom. Et au cinéma, ça dit bien ce que ça veut dire. Il s'adresse prioritairement au marché du cinéma euh, pour différentes raisons. Mais à mon avis, la première raison, c'est qu'ils veulent se positionner comme un grand fabricant du vrai cinéma. Donc là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Le choix d'Hollywood pour la manifestation, ça parle aussi de la même façon. Et toute la procédure témoigne de la même chose. Ils ont commencé par donner la possibilité à des vrais réalisateurs, directeurs photos, de tourner des images, tourner des projets en fait complets avec cette nouvelle caméra. Le résultat, ce sont des films qu'on peut voir aujourd'hui. Probablement, on les verra tous sur Internet. On a déjà vu le film de Vincent Laforêt notamment. Euh, Ce sont des petits films qu'on a vu donc sur un écran absolument gigantesque. Je ne sais pas exactement de combien de bases, mais au moins entre 20 et 40 mètres, quoi. Je veux dire, c'était vraiment énorme. C'est la grande salle du studio Paramount. Et ça m'a fait penser, moi, au film qu'on voit, des présentations de courts-métrages qu'on voyait au Max Linder il y a quelques années, quoi. Pour les non-parisiens, c'est vraiment une très très belle salle. Les gens qui étaient là il y avait soit des journalistes, soit des cinéastes, quoi. En gros, c'était se partageait en deux comme ça. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que les gens du cinéma qui étaient là à la présentation des films et le lendemain à l'exposition de, de, pour toucher le matériel, ils avaient l'air vraiment très très intéressés. Donc pour eux, je pense qu'ils trouvaient que c'était une vraie nouveauté. Bon, donc le positionnement, il est très très clair. Il n'est pas du tout ça s'adresse pas du tout aux gens qui ont besoin justement de beaucoup d'automatisme. C'est ce que décrivait Forrest, la vidéo broadcast. Voilà, je pense que ça c'est pas la cible. En revanche, l'usage euh, qui paraît vraiment naturel, hein, avec ce type d'équipement, ça dépasse quand même le long métrage. Vraiment, je pense qu'à partir du moment où on a un projet de fiction, par exemple, que ce soit un court métrage, et si on a des méthodes suffisamment cinéma, voilà, c'est manifestement un modèle qui va être convaincant dans ce sens-là. Enfin, voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Et entre autres via tout le parc de location. Et là, on va retomber sur après les histoires de monture d'optique, mais tout ça rejoint en fait tout à fait le fait que dans les parcs de location, quelles optiques nous allons pouvoir louer pour ce projet en particulier. Et là, on a déjà vu avec certains réflexes de nouvelles perspectives ouvertes par le monde du court métrage. Des modèles de caméras à grand capteur depuis ces derniers mois semblent aussi dresser la voie de nouvelles perspectives pour les réalisateurs de court métrage, même si la caméra n'est qu'un élément parmi de nombreux autres. Est-ce que vous le ressentez comme ça aussi, Jean-Charles et Forest Pour les gros budgets, en fait, le budget caméra, c'est un tout petit budget comparé aux optiques, à l'accessoirisation et ce genre de choses. Donc, pour les grosses prods, Michel tout à l'heure disait qu'en fait c'était une vraie nouveauté. Et moi j'ai du mal à voir
qu'est-ce qu'elle apporte de plus dans un marché où on avait par exemple une F3 chez Sony qui est sur le même segment de marché, c'est-à-dire mon ami Franck Montagnier parle souvent de Lidl, de Carrefour et de Fauchon. Et voilà, c'est pas le Lidl, parce que le Lidl, on aurait la F101 de chez Pana et puis la FS100 de chez Sony, par exemple. Ça serait donc le Carrefour. Et sur le Carrefour, il y avait déjà, par exemple, la F3 qui était dans cette gamme de prix. Et je trouve que sur le papier, puisque j'ai pas vu la caméra, la F3 sur le papier en donne plus pour le même prix. Donc j'ai du mal. Je trouve que la seule vraie bonne idée, c'est un capteur dédié sortie vidéo, c'est-à-dire un capteur dédié à un enregistrement 2K ou HD. Alors que les autres, comme la F3 ou les autres petites caméras low cost sont des DSLR adaptés au monde de la vidéo, plus ou moins bien. Et donc là, c'est quelque chose d'intéressant. Après, je trouve qu'il y a plein de handicaps dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, moi ça me paraît très important. C'est ce qu'on a reproché depuis le début au DSLR en fait. C'est justement qu'il y avait trop de pixels ou trop de, je sais pas comment vous formulerez ça scientifiquement, mais le résultat des courses c'est que on avait une sensibilité du coup qui n'était pas idéale et qui n'exploitait pas vraiment le potentiel, toutes les possibilités. Et là, ce que les gens ont retenu tout de suite, c'est justement cet aspect-là, parce que ça, on le voit directement sur l'image quand même. On voit la question de la sensibilité. Moi, elle m'a carrément assis. Il faut reconnaître, c'est les films qu'ils ont montrés, qu'ils nous ont montré comportent des scènes qui parlent très très bien d'elles-mêmes sur ce plan-là, des scènes avec un éclairage extrêmement réduit, des scènes nocturnes, des choses qu'on a l'habitude de voir dans les grands films de cinéma donc ça, c'est des scènes que tout le monde pourra contrôler. Sur place, ce qui m'a frappé également sur le plan de la sensibilité, donc c'était, il y avait un plot sur leur exposition donc c'était une scène avec un décor avec des poubelles, des trucs comme ça, peu importe. Mais ce qui était intéressant, c'est que on passait d'une lumière normale à plus de lumière du tout, et avec juste des petits trucs, des petites loupiottes avec un type qui se balade avec une torche pour donner la référence. Mais ça, normalement, avec les solutions qu'on a l'habitude de voir, on a un bruit qui monte énormément à ce moment-là, quand on n'a plus de lumière. Et là, on voyait sur le monitoring vraiment pas un pet de souffle. Et moi, ça m'a frappé. Voilà. Donc, je pense que c'est un aspect qu'il faut vraiment retenir. Personnellement, c'est l'aspect qui me séduit le plus dans un nouveau système, c'est le fait d'avoir une liberté par rapport à la lumière. C'est non pas de pouvoir ou pas en mettre, moi mon avis c'est qu'il faut toujours en mettre, mais d'avoir une qualité d'image, une qualité une absence de bruit qui va au-delà de ce que j'ai connu moi, même en film. Donc voilà. Moi, je me sens obligé de défendre deux intervenants, deux belligérants là, de la bataille. Le premier, c'est la Sony. Pour le coup, la F3, c'est pas du tout un capteur DSLR. C'est vraiment un capteur dédié justement à la vidéo. Et en ça, Canon a rejoint justement Sony dans cette démarche. Et s'est éloigné justement de Panasonic avec la F100. Et ça, vraiment, je trouve que c'était une bonne chose, et je suis très content que Canon ait fait la même chose avec la C300, quoi. Sur l'autre point, c'était la sensibilité.
La sensibilité, pour le coup, les DSLR, malgré leur tout petit photosite, ils arrivent à l'heure actuelle, alors, je ne peux pas parler pour toutes les marques, je ne les connais pas tous par cœur, mais pour travailler quand même régulièrement avec au moins les DSLR Canon, c'est donc des tout petits photosites. Le 5D Mark II, c'est du 21 millions de pixels. Je crois qu'on est sur 6 microns, peut-être même moins. C'est des capteurs qui sont actuellement réputés très sensibles. Ça, c'est aussi parce que c'est la manière dont les caméras réagissent au bruit. C'est une manière qui est assez non linéaire, c'est-à-dire qu'effectivement le bruit finit par monter. En fait, il est tout le temps présent, même avec des très faibles sensibilités, mais il ne monte pas du tout de manière linéaire. On peut monter très haut les ISO avant que ça devienne insupportable. Donc en fait, soit c'est insupportable à 100 ASA, et ce sera pour tout le monde, même en très faible sensibilité, mais s'il y a une quantité de lumière suffisante, enfin plutôt un éclairage suffisant de la scène, en harmonie, alors on peut vraiment monter assez haut en ISO, et justement les DSLR sont assez célèbres pour ça. Parce que c'est plus beau qu'une caméra vidéo. Une caméra vidéo, dès qu'on balance, je sais pas moi, 12 dB de gain, ça met tout le monde d'accord, ça se voit. 18 dB de gain sur la plupart des caméras, quasiment la totalité, c'est absolument imbitable, si je puis me permettre un mot un peu cru. Je sais pas. Moi, je parlais juste de mon ressenti par rapport ce que j'ai vu des DSLR, en tout cas, ça m'a pas paru, ça me paraît pas à la hauteur de ce que j'ai vu avec cette caméra. Voilà, c'est tout. Je peux pas en dire plus. C'est bien, on va devoir l'essayer en plus en détail, ça, pour véritablement savoir. À part la sensibilité, ce qui m'a frappé évidemment, c'est l'utilisation des optiques, mais ça, je pense que Forest et Jean-Charles en ont parlé abondamment. Ce qui m'a frappé également, c'est comme spécificité, c'est la compacité. La compacité et la modularité, c'est-à-dire que c'est le concept boîte, mais elle m'a paru plus petite qu'une F3 en longueur, je pense, et tout est démontable dessus. Donc du coup, si on veut, on peut la loger dans un endroit extrêmement réduit. On peut tourner dans à peu près tous les cas de figure possibles d'encombrement réduit. Et ça m'a paru une spécificité par rapport aux grosses caméras comme les Alexa ou les caméras film antérieurement, quoi. La compacité fait partie je pense de ce qu'attendent les gens. Justement, quand je parlais de nouveauté, c'était plus dans ce sens-là, ressenti une souplesse possible d'emploi qui est voilà, bon, compacité. Qu'est-ce qui, toi, te marque le plus sur le positionnement de cette caméra, sur les spécificités annoncées, aussi bien sur les plus que sur les moins, par rapport à ta propre sensibilité de chef opérateur, à tes goûts, et à ce qui nous a été présenté? Je pense qu'il va falloir commencer d'abord par quelle caméra, puisqu'elle est déclinée en deux versions, la version PL et la version EF. Donc ça, c'est déjà un point qui est intéressant, très intéressant, et je pense qu'il rejoint justement celui de la question des optiques. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui fait avant tout une image, c'est le flux optique. C'est-à-dire ça va être tout ce qui constitue le décor, l'éclairage, et ensuite les optiques qui vont traverser, avant même d'être formées sur un capteur quel qu'il soit. Et donc là, du coup, clairement, avec déjà l'offre de ces deux montures différentes, Canon annonce d'entrée que voilà, ils vont donner le choix à leurs utilisateurs, par opposition à une caméra justement qui aurait un objectif non interchangeable. Ça, c'est intéressant comme choix. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça extrêmement bien. Et ça s'est accompagné d'une annonce justement d'une gamme d'optiques nouvelles, dédiée justement pour la fabrication d'images en vidéo. Et ça, moi, je trouvais ça, c'est un des trucs qui m'a le plus intéressé avec la sortie de la caméra. La monture PL, pour décrire que celle-là, c'est la compatibilité avec tous les objectifs utilisés actuellement dans le cinéma. Absolument. Et il y a une astuce qu'ils ont trouvée qui me paraît vraiment intéressante, c'est que celui qui va acheter par exemple la version EF de la caméra, il pourra mettre malgré tout des optiques PL, parce que ces optiques-là, de la gamme dont tu viens de parler, la nouvelle gamme, les prestataires pourront changer l'arrière de l'objectif, et donc
louer Oui. l'optique PL s'ils veulent. Donc ça fait pas du point de vue des loueurs, je pense que ça va faire une assez grande différence. Et du point de vue du mec qui ne verra sur le marché de location que des optiques PL par exemple, eh ben il pourra y accéder aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'étais un peu, justement, un peu nuancé par rapport à ça. Il y a un autre industriel qui a annoncé le même jour une caméra aussi, à peu près du même type de prix, avec une grosse louche, si je puis me permettre, la Scarlett, qui, elle, en fait, est proposée avec une monture interchangeable. Et à mon sens, ça, c'est beaucoup plus intelligent. C'est que des optiques dont on peut changer la monture, il va y en avoir très peu là-dehors. Il y aura juste les Canon, c'est les seuls dont on pourra choisir PL ou EF. Et encore, ça sera du labo chez le loueur qui va devoir démonter le cul de son optique, remplacer la monture, en espérant que tout ça, ça flingue pas le tirage. Donc bon, je ne dis pas que c'est inintéressant pour le monde des loueurs, c'est intéressant, mais à mon sens, les RED avec leur monture interchangeable, et par extension les F3 et les Panasonic AF100, tout ça, qui peuvent via la monture, via une bague d'adaptation, monter différents types d'optiques, ça c'est à mon sens beaucoup plus intelligent. Parce qu'il y a des optiques là-dehors, il y en a toute une jungle, et c'est plus intelligent d'avoir une caméra dont on peut changer la monture que d'avoir des optiques dont on peut changer la monture, à mon sens. Pour reprendre ce que vient de dire Forrest, je trouve que le fait de donner la possibilité d'avoir deux gammes d'optiques, c'est intéressant. Il y a le côté, en gros, les gueux qui n'auront pas le budget pour avoir des optiques cinéma, ils vont se rabattre sur les séries photos. Et puis ceux qui travaillent déjà dans l'industrie du cinéma et qui ont les budgets pour louer des séries d'optiques et ce qui va avec dans la gamme PL, ils iront côté PL. Moi, je pense que cette gamme cette caméra-là, elle est, enfin, je la vois, à part comme caméra d'appoint, je la vois pas principalement sur la gamme PL. Je pense que, mais j'imagine, hein, encore une fois, c'est peut-être une vue de mon petit esprit, mais je pense que c'est plutôt une caméra qui aurait ciblé le marché du low cost cinéma et du cinéma court, et qu'effectivement le fait de mettre des optiques photo, c'est plus adapté à cette caméra-là, comme l'a très bien compris aussi Red, puisque la Scarlett, comme l'indiquait Forrest, est fournie aussi avec une monture Canon. Donc ça veut dire que sur une Scarlett, on peut mettre des optiques Canon, et sur une caméra Canon, on met des optiques Canon, donc c'est plutôt une bonne idée. Ce qui me pose c'est pour ça que je pense que cette caméra-là, au niveau du prix, elle n'est pas positionnée au bon endroit. Mais c'est peut-être que mon petit point de vue. Ça change tout si on envisage le prix en termes de location ou en termes d'achat. En fait, le nouveau marché, effectivement, il se situe le vrai nouveau marché de masse, hein, c'est celui des gens qui veulent acheter leur matériel, hein, qui n'ont pas donc cette culture de la location que le monde du cinéma a. Mais cela dit, je veux dire, les choses peuvent évoluer aussi de ce point de vue-là. C'est-à-dire que le gueux, comme tu dis, Jean-Charles, qui a déjà lui un ou deux, trois objectifs Canon et qui va faire un court-métrage, s'il a acheté cette caméra-là, par exemple, eh ben la location d'une optique PL, c'est quelque chose qui va pouvoir se concevoir quand même, qui est pas hors de portée. Donc je vois pas trop de contradiction entre tout ça. C'est plus une étendue de possibilités. Bon, c'est vrai que c'est pas l'exclusivité en réalité, puisque que ce soit Red ou les Sony, on peut, du moment que c'est le même format de capteur, on peut mettre les mêmes optiques avec des bagues d'adaptation, etc. Bon voilà, c'est tout. C'est beaucoup plus facile de mettre une bague d'adaptation quand même justement sur une F3 ou sur une Red que sur la Canon justement. Parce que la Canon n'a pas de système de monture interchangeable. Je pense que si Canon fait une annonce à Hollywood, c'est pas pour rien. C'est que Canon a la prétention d'attaquer le monde du cinéma et cette prétention, elle est véritablement légitime. À l'heure actuelle,
jusqu'à du moins très récemment, la grande majorité des films étaient tournés en pellicule, avec des caméras Arri, avec des caméras qui sont là dehors, chez les loueurs. Et ça, c'est en train d'arriver à la fin de sa vie. C'est pas du jour au lendemain, et nos collègues de la CST vous le confirmeront, il y a encore une certaine vie pour la pellicule, mais on est quand même sur la fin de cette vie, et cette vie sera remplacée à terme, dans la très grande majorité des cas, par le numérique. Et donc il y a une quantité énorme de tournages qui vont devoir maintenant se passer au numérique, et à l'heure actuelle, les industriels essayent de prendre cette place. Sony sort du 4K maintenant, en HDCam SR, avec une f/65 à toute qualité. Cette caméra ne s'adresse pas justement au marché des gens qui veulent acheter des caméras eux-mêmes. Ça c'est évident, personne ne peut s'offrir une f/65. Pas en tout cas la plus grande majorité des personnes, elle s'adresse aux loueurs, aux gens qui vont faire du cinéma. Et quand on fait une annonce à Hollywood, on s'adresse aux mêmes personnes, on s'adresse aux gens qui vont faire du cinéma. Et personne n'achète une caméra, les producteurs n'achètent pas de caméra à Hollywood. C'est tous les producteurs, voilà, ils mettent en place une production, mais il y a une liste matérielle. Un producteur exécutif va s'occuper de louer X nombre de caméras, X nombre de, je sais pas moi, des jeux de branches, des trépieds, des têtes, et tout ce qu'il faut pour faire un film, et puis ça dure le temps de la production, et on rend le matos au loueur, et tant mieux. Ça n'intéresse pas les producteurs d'acheter ce genre de choses. Et donc du coup, voilà, on est sur un segment ici, là, c'est celui du cinéma, et ce segment-là est sur le point de vivre un renouvellement, celui du numérique, qui est en train de le vivre en fait, c'est pas sur le point, c'est en train de le vivre. Canon essaie de s'inscrire là-dedans. Si là-dessus, sur ce que tu viens de dire, juste, je voudrais rajouter quelque chose. Ça, c'était vrai avant que RED arrive sur le marché. Parce que qu'est-ce que RED a changé sur le marché du cinéma et du cinéma, on va dire, low cost, c'est que pour la première fois, des caméramans, des opérateurs, des chefs-op achetaient leur matériel et leur caméra. Et c'était la première fois qu'on voyait des gens qui achetaient leur outil de tournage. Et que donc, c'est pour ça aussi qu'on a vu à un moment des choses bizarres, comme par exemple tout le parc des objectifs qui étaient utilisés en 16 ou en Super 16. Tout ce qui était d'occasion s'est fait dévaliser justement par les gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter des optiques PL 35 et qui se rabattaient par exemple sur des optiques 16, Super 16 et qui donc achetaient les optiques, les caméras et tout le matériel et puis après des Mac pour pouvoir monter là-dessus et donc qui offraient une espèce de package. Donc j'imagine que le marché qui est convoité par Canon, c'est aussi un marché d'indépendants, de cinéma indépendant. Et ces gens-là achètent aussi leur matériel. Donc je suppose que c'est aussi un marché convoité, quoi. Mais oui, c'est peut-être même le marché convoité. C'est pour ça que je rajoute ça, parce que je pense qu'ils sont exactement à cet endroit-là, et qu'à cet endroit-là, justement, entre la F3 et RED, la Scarlett, et puis les Lidl du cinéma numérique que sont la F101 chez Panasonic et la FS1 chez Sony, c'est à cet endroit-là que je trouve qu'elle est, avec les caractéristiques qu'elle offre aujourd'hui, je trouve qu'elle est mal positionnée. Alors, de ce point de vue-là, le discours de Canon, c'est de dire qu'un DSLR, en fait, il coûtait 1500 ou 1800 euros, mais en fait, le vrai budget, c'était au-dessus de ça, puisqu'il fallait y rajouter tous les ustensiles, les crosses d'épaule, les follow focus et autres, enfin, tout cet environnement qui est indispensable en fait pour tourner en réalité. Oui, mais ça, c'est le discours de Panasonic aussi. Ouais. Avec une C300, il faudra toujours un follow focus, il faudra toujours. Ça change rien à l'équation du tout. Oui. Oui, ça, exactement. C'est le discours de Panasonic aussi, mais il est pas. Pour moi, il trouve pas. Il y a rien, il y a aucun exutoire à cet endroit-là. Hein. Non, mais il s'adresse aux gens qui ont déjà acheté ce genre et un 5D et des follow focus et tout ce qui va bien avec, donc ils pourront réutiliser avec cette caméra. Donc ça module un peu le. Enfin, en tout cas, c'est la démarche qui
c'est eux qui disent ça. Hein, ce que les gens sont prêts à payer dans les indépendants, donc ils veulent acheter leur matériel, ça va au-delà de 1500 euros. Et donc, 12 000 euros, ça fait un paquet, effectivement. Je ne sais pas si tout le monde pourra se payer ça, mais c'est le raisonnement qu'ils ont suivi, en tout cas, sur le positionnement du prix.